Mesdames et messieurs, bonsoir et voici un nouveau débat en direct sur Nahel TV International, centré bien sûr sur la crise et l'offensive israélo-américaine contre l'Iran et les pays arabes où il y a des installations américaines. On commence tout de suite par un commentaire dans le cadre du suivi des développements de la crise régionale actuelle et de la position officielle de l'Égypte à cet égard. Le ministère d'État à l'information a mis l'accent sur la position de l'Égypte, se résume dans ce commentaire. L'Égypte a tenté à travers des efforts sincères et éclairés pendant les derniers mois d'éviter cette crise en rapprochant les points de vue et en intervenant entre les États-Unis et l'Iran pour parvenir à un accord. La vision de l'Égypte lors de ces efforts est que les guerres ont toujours des effets négatifs, tant sur les peuples et les nations, qui sont les parties directes à ces affrontements, que sur les peuples et les pays voisins, ainsi que sur la sécurité et la stabilité de toute la région, surtout avec l'évolution des moyens de combat. La vision inébranlable de l'Égypte concernant la gestion des crises repose sur la prise de conscience que des évaluations erronées entraînent des répercussions négatives sur les nations et les peuples et que ces répercussions ont un impact important sur les équilibres existants dans toutes leurs dimensions humaines, économiques, sécuritaires et autres, ce qui nécessite une grande prudence, notamment dans la crise actuelle, qui a des effets profonds sur la stabilité de toute la région. L'Égypte a toujours veillé à mettre l'accent sur l'importance de la désescalade et de l'attente d'un apaisement en vue d'arrêter la guerre, malgré la difficulté d'atteindre cet objectif actuellement. L'Égypte est partie intégrante de cette région et est affectée par tout ce qui s'y passe, en se préparant aux conséquences de la guerre actuelle, que ce soit en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz et de ses impacts sur les flux pétroliers et leurs prix, ou sur le canal de Suez qui a connu des perturbations de la navigation depuis les événements d'octobre 2023 et qui n'a pas encore retrouvé son chemin normal, provoquant de grandes pertes matérielles pour l'Égypte, sans oublier les autres impacts économiques négatifs directs et indirects. Le peuple égyptien ne devrait pas s'inquiéter et peut se rassurer sur sa situation intérieure et la satisfaction de ses besoins fondamentaux, car l'État égyptien a étudié toutes les possibilités et a veillé à prendre les précautions nécessaires dans tous les secteurs, malgré l'incertitude concernant la durée de la crise actuelle, que nous espérons voir se terminer le plus rapidement possible afin de mettre un terme aux dommages qui en résultent pour tous les peuples de la région. Et pour mieux parler de cette crise qui sévit dans la région, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Nihal Chafi, qui est chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Bonsoir. Allô? Allô, oui, allô? Oui, vous m'entendez? Bonsoir. Alors, pensez-vous que la situation actuelle représente une simple escalade militaire ou bien une transformation stratégique durable du Moyen-Orient? Alors, pour commencer, il est essentiel de situer le contexte stratégique dans lequel nous intervenons aujourd'hui. Ce qui se passe au Moyen-Orient n'est plus une crise latente ou un simple échange ponctuel de bombardements. Nous sommes en pleine guerre active entre les forces combinées des États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre, qui est une confrontation dont les implications se répercutent à la fois sur la sécurité régionale et sur les équilibres stratégiques mondiaux. Récemment, les forces américaines et israéliennes ont mené des frappes aériennes massives entre des centaines de cibles à l'intérieur du territoire iranien, notamment des installations militaires, des centres de commandement, des infrastructures stratégiques, utilisant des capacités aériennes très sophistiquées et des drones avancés pour neutraliser les capacités offensives iraniennes, y compris ces défenses anti-aériennes. Alors, ces attaques coordonnées ont conduit à la mort du guide suprême iranien, Ayatollah Khamenei,
ainsi qu'à d'autres responsables clés du commandement militaire iranien. Ce qui constitue donc un tournant dramatique dans l'histoire de cette confrontation. Alors, dans ce contexte, réduire la situation à une simple escalade militaire serait inapproprié. Oui. Parce que la transformation actuelle ne se limite pas à des bombardements ou à des représailles isolées. Elle incarne une rupture dans les normes stratégiques qui ont caractérisé les relations entre ces acteurs depuis des décennies. Et elle s'étend sur plusieurs pays aussi. Oui, oui. C'est pour cela qu'au lieu d'une série de confrontations indirectes ou de conflits par procuration, nous assistons à une confrontation directe et multidimensionnelle, où il y a des actions militaires explicites s'enchaînent avec des réponses iraniennes sur plusieurs fronts. Alors, à votre avis, est-ce qu'on fait face au risque d'une guerre longue ou bien le conflit va être contenu? Alors, lorsqu'on se demande si ce conflit est susceptible de durer ou s'il peut être contenu, il faut rappeler que l'histoire des affrontements montre que les guerres prolongées naissent souvent moins d'une intention initiale que d'une dynamique auto-entretenue. Cette dynamique s'est déjà manifestée ici. Les attaques militaires des États-Unis et d'Israël ont été suivies de représailles iraniennes non seulement contre des cibles militaires, mais aussi contre des bases américaines et des infrastructures civiles, ce qui a entraîné des pertes humaines des deux côtés, une élévation rapide du niveau d'hostilité régionale. Récemment, les dirigeants israéliens, tout en affirmant que le conflit ne durera pas des années, reconnaissent néanmoins qu'il pourrait s'étendre au-delà des prévisions initiales. Ce qui reflète la complexité d'une confrontation à multiples volets. Le président américain parlait de quelques semaines. Oui, oui. Cette dynamique encore crée une situation où les acteurs doivent constamment réévaluer leurs objectifs, leurs réponses, et où chaque nouvelle action peut déclencher une réaction encore plus marquée. Donc, tant que la situation et le dialogue diplomatique ne parviennent pas à contenir cette spirale, le risque d'un conflit prolongé reste élevé, même si des efforts pour maintenir un certain contrôle subsistent. Et dans quelle mesure vous pensez que Téhéran s'appuie sur ses bras armés comme le Hezbollah, les Houthis, les milices irakiennes pour mener une confrontation indirecte? Au début, on doit rappeler quelque chose. Que la stratégie iranienne repose traditionnellement sur la mobilisation d'alliés régionaux pour projeter sa puissance sans confrontation frontale directe. Comme ces acteurs constituent un outil stratégique clé pour l'Iran, comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et certaines milices en Irak, permettent à l'Iran de projeter son influence sans confronter direct. Cela dispense la pression militaire et complique la riposte. Toutefois, plus les fronts se multiplient, plus le risque d'une coalition sera très difficile. Alors, cette mobilisation répartit la pression offensive et complexifie la riposte tout en disséminant les points d'escalade potentiels. Cependant, cette stratégie de dissuasion asymétrique comporte encore des risques. Et en multipliant les fronts, elle augmente aussi les risques d'erreur, de calcul et d'escalade incontrôlée. Surtout lorsque des groupes divers agissent selon leur propre logique. Ce qui pourrait élargir encore davantage l'étendue du conflit. Et après la mort du guide suprême Ali Khamenei, quels sont les scénarios possibles d'après vous? La disparition du guide suprême Ali Khamenei dans ses frappes change fondamentalement le paysage politique iranien. Cette situation ouvre une période d'incertitude interne qui pourrait conduire à plusieurs trajectoires. Soit une consolidation plus rigide autour des éléments les plus durs du régime, soit une lutte interne pour le pouvoir, soit enfin une tentative de réorientation pragmatique pour sécuriser la survie de l'État en réduisant la pression extérieure. Alors, en période de transition, l'Iran pourrait adopter une posture plus agressive pour maintenir la cohésion interne
ce qui aurait donc des répercussions directes sur son comportement externe, et sur la stabilité régionale dans son ensemble. Oui. Et à quel point les conséquences de ce conflit vont ébranler le monde entier, pas seulement la région? Même si le conflit est né sur un théâtre régional, ces effets se répercutent à l'échelle mondiale. Le Golfe étant un carrefour énergétique majeur pour l'Europe, l'Asie et l'Afrique. On doit savoir que toute perturbation dans cette zone se traduit immédiatement par une hausse des prix du pétrole, une volatilité des marchés financiers et une pression inflationniste sur l'économie globale. De plus, l'émergence d'un conflit aussi complexe et étendu fragmente davantage le système international existant, créant des lignes de fracture plus marquées entre grandes puissances et dirigismes régionaux. On doit mentionner quelque chose de très important, que cette escalade militaire a des effets politiques et économiques multidimensionnels, parce qu'elle fragilise la position intérieure aussi de Trump, le président américain Donald Trump, crée une incertitude économique mondiale et redessine les relations stratégiques entre grandes puissances. Alors la ligne entre dissuasion et escalade est extrêmement fragile. Et chaque nouvelle décision pourrait entraîner des conséquences lourdes et imprévisibles pour le Moyen-Orient et le monde. Oui, une crise de transport maritime a déjà commencé. Oui, c'est vrai. Par des menaces de fermer le détroit d'Ormuz. Oui. La situation politique interne aux États-Unis concernant l'attaque contre l'Iran et les décisions prises par Washington, est-ce qu'ils peuvent fragiliser le statut de Donald Trump aux États-Unis? Au début, on doit savoir quelque chose, qu'aux États-Unis, la décision d'entrer dans une guerre de cette ampleur est fortement débattue sur le plan politique interne. Le soutien populaire reste faible, reflétant alors une certaine lassitude vis-à-vis des engagements extérieurs prolongés, tandis que des voix au sein du Congrès remettent en question les motifs et les objectifs à long terme de l'administration. Donc cette division interne influence directement la manière dont Washington ajuste sa stratégie sur le terrain. Parce que tout retrait ou intensification dépendra aussi de considérations politiques intérieures. Alors aux États-Unis, la situation est actuellement marquée par une forte polarisation politique. On doit encore comprendre que récemment le président Donald Trump, par l'autorisation de donner l'ordre de frapper l'Iran, a pris beaucoup, considérant comme l'un des plus grands risques de son mandat. Cette décision constitue une véritable mécagère. C'est essentiel, comme l'ont qualifié plusieurs magazines mondiaux, exposant non seulement la vie de soldats américains à de graves dangers, mettant également en péril sa position politique et la stabilité dans l'une des régions les plus sensibles du monde. Alors la guerre s'inscrit dans un contexte où Trump voit sa popularité décliner et le parti républicain risque de perdre le contrôle du Congrès lors des prochaines élections de mi-mandat, ce qui rend la situation encore plus délicate sur le plan antérieur. Récemment, on a vu les déclarations hier de Marc Rubio qui a demandé un briefing complet au Congrès pour évaluer les conséquences des frappes. Tout en défendant l'action militaire comme nécessaire pour protéger les intérêts américains et contrer les ambitions nucléaires iraniennes. Alors cette position reflète l'existence d'une fracture au sein de la classe politique américaine. D'un côté, des voix pro-intervention soutiennent l'initiative comme une démonstration de force indispensable, et de l'autre, des élus expriment de fortes inquiétudes quant aux pertes humaines, à l'impact économique et au risque d'escalade incontrôlée. L'Iran a dit récemment que toute implication dans la guerre l'opposant à l'Iran et aux États-Unis des pays européens serait un acte de guerre et serait considéré comme un geste de complicité avec les agresseurs. Comment interprétez-vous les positions du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France dans cette situation? En réalité, en Europe, les réactions diffèrent selon les priorités nationales.
Oui. Le Royaume-Uni maintient une position alignée avec Washington, cherchant à préserver les liens transatlantiques. Le Royaume-Uni encore adopte une approche prudente, s'engageant à éviter les erreurs commises lors de la guerre en Irak, tout en autorisant un usage limité de bases britanniques à des fins défensives. Pour l'Allemagne, elle met davantage l'accent sur la stabilité énergétique et la sécurité, tandis que pour la France, elle cherche à jouer un rôle diplomatique autonome, en appelant à la retenue et à une solution politique. Ensemble, ces positions reflètent une approche européenne qui tente de combiner prudence, responsabilité et recherche d'une désescalade tout en protégeant ses intérêts. Mais il y a encore, on ne doit pas négliger l'opinion de la Chine, parce qu'elle critique les frappes américaines et voit dans la distraction de Washington une opportunité stratégique, surtout vis-à-vis de Taïwan à des importations de pétrole iranien qui constituent environ 13% de ses approvisionnements maritimes. Et donc, si l'on relie tous ces éléments, l'ampleur des frappes américaines et israéliennes, la mort du guide suprême, la riposte régionale, l'implication d'acteurs non étatiques, la volatilité énergétique et les divisions politiques, il devient alors évident que nous sommes face à un changement stratégique majeur, au-delà d'une simple escalade militaire. Ce conflit ne se limite pas à un échange de tirs. Il est en train de redéfinir les contours de la situation régionale, de modifier les alliances et d'influencer les équilibres mondiaux. Plus les acteurs cherchent à préserver leur crédibilité stratégique, plus ils se trouvent sur une ligne d'équilibre fragile entre dissuasion et escalade. Alors je pense que la clé réside dans la capacité de puissance à réintroduire une rationalité stratégique dans un contexte émotionnellement et politiquement chargé. Si la logique de calcul l'emporte, il reste une chance de contenir la crise. Mais si la logique de prestige et de survie politique domine, alors ce conflit pourrait devenir beaucoup plus long et imprévisible. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si décisif pour l'avenir du Moyen-Orient et pour l'équilibre mondial. Oui, bien sûr. Je vous remercie infiniment, Nihal Shafai. Je répète que vous êtes chercheuse en sciences politiques et stratégiques et on enchaîne avec le reste de nos commentaires. Les attaques à grande échelle menées par les États-Unis et Israël contre des cibles civiles et militaires iraniennes ont déclenché une riposte par drones et missiles balistiques visant Tel Aviv et des bases américaines au Moyen-Orient. Tous les camps déploie les systèmes d'armes les plus avancés. Israël utilise des missiles balistiques aéroportés, l'Iran des armes hypersoniques et les États-Unis des drones suicides baptisés Locust. Voyons ensemble ce compte rendu. Dans le cadre de la vaste campagne militaire menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, plusieurs systèmes d'armes sophistiqués ont été déployés. Israël a utilisé ses missiles balistiques hypersoniques aéroportés les plus récents, notamment le Rampage et le Blue Sparrow. Auparavant, l'utilisation de ces armes n'avait été révélée qu'une seule fois, en juin 2025, lors de la première attaque israélienne contre l'Iran. Le Rampage et le Blue Sparrow avaient alors été utilisés pour attaquer les systèmes de défense aérienne iraniens. Selon des experts, cette nouvelle arme est lancée depuis des avions de chasse F-15 à une distance de plus de 1000 km de la cible, sans violer l'espace aérien iranien. Sa vitesse supersonique et sa grande maniabilité la rendent très difficile à intercepter. Une fois le système de défense aérienne neutralisé, de tels missiles ouvriraient la voie à des attaques contre des cibles en Iran par d'autres moyens. Les États-Unis ont utilisé pour la première fois le drone suicide Luka, développé et produit en série depuis quelques mois. Ce drone présente de nombreuses similitudes avec le drone Shahid iranien et le drone Géranium russe.
À l'inverse, l'Iran a opté pour l'utilisation généralisée des missiles hypersoniques Zulfaqar et Fath 2 à propulsion solide et à ogive guidée. Si les armes à propergol liquide prédominent dans les attaques de représailles contre Israël en juin 2025, le rôle des systèmes hypersoniques s'est désormais accru. Selon Kornev, le système de missiles de défense aérienne américain Patriot est efficace contre les missiles balistiques plus anciens, ceux utilisant du carburant liquide comme le Scud, mais inefficace contre les nouvelles armes hypersoniques iraniennes.